Alors, d'affect, la loi de l'offre et de la demande, ça veut dire juste une règle générale qui nous dit que si le prix augmente, la demande va baisser. Si le prix baisse, la demande va augmenter. Voilà, c'est une règle générale qui est la loi de la, par exemple, des lois physiques. Vous connaissez des lois physiques? Que ce soit les consommateurs, lors de l'opération de consommation, soit pendant le c'est d'observer comment ça fonctionne, puis quelles sont les règles générales, c'est-à-dire qui seraient donc de ces règles générales, donc le problème au niveau de l'échange, etc. Mais ça part toujours de individus, d'accord, des consommateurs, des produits. À l'explication, donc si je résume, l'économie, eh bien, il cherche à dégager, réalise leur production qui encadre ces opérations de production de consommation. Juste la continuité, hein, on va dire, donc la science économique s'intéresse d'une part, c'est-à-dire comprendre la production, la distribution et comment ça s'organise. Règle générale, ça veut dire aussi les lois. Et on va expliquer aussi comment vont se 1 plus 1 est égal à 3 comme ça, et je dis c'est scientifique. Non, il faut que ça soit basé sur un problème de rareté, j'ai les deux, ressources limitées et besoins illimités. Donc après, je dis, voilà, mon hypothèse, elle est devenue une loi, une règle générale que je peux observer plusieurs fois, répéter toujours de la même manière. Et donc, ça mérite le statut d'être une loi, une règle générale. Donc, la rareté, chaque fois que j'ai des besoins illimités et des ressources qui sont limitées. Je prends un deuxième exemple. Imaginons que je cherche à comprendre le phénomène de chômage, ok? J'essaie d'expliquer d'où vient le phénomène de chômage. Comme ça, si j'explique d'où vient le phénomène de chômage, je peux trouver des solutions au problème de chômage. C'est ça l'objectif de la science économique, c'est de trouver des solutions. Une fois on a expliqué comment ça se passe, on essaie de donner des solutions pour résoudre les problèmes. Très bien. Alors, mon problème, c'est le chômage. Très bien. Mon hypothèse, donc j'observe le chômage, donc il y a des femmes qui sont au chômage, il y a des jeunes qui sont au chômage, etc. Donc, j'essaie d'expliquer. Quelle est mon hypothèse? Imaginons que pour moi, le problème du chômage vient du manque d'investissement. C'est parce que les entreprises investissent moins qu'il y a du chômage. Voilà mon hypothèse. Ça peut être vrai, ça peut être faux, hein, c'est une hypothèse. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour avoir un résultat scientifique? Je vais la comparer avec la réalité. Donc, je vais observer la réalité. Je ne peux pas faire une expérience, donc je vais regarder les statistiques. Imaginons que je prends 2000 jusqu'à 2015, 15 ans, et je vais regarder combien les entreprises investissent et combien il y a du chômage. Et je vais comparer l'évolution des deux variables. Comment varie le chômage, comment varie l'investissement des entreprises. Si je trouve par exemple que quand l'investissement augmente, les emplois des entreprises baissent, eh bien les emplois elles vont baisser et le chômage va augmenter. Donc mon hypothèse elle est vraie. Par contre, si j'observe l'inverse, que même si j'augmente l'investissement, l'emploi il va baisser et donc le chômage va augmenter, dans ce cas-là, mon hypothèse elle est fausse. Vous comprenez maintenant le travail scientifique? Donc voilà, on observe, on expérimente, on analyse et après on en déduit des résultats. Ces résultats, s'ils sont corrects, on les appelle des lois ou des règles générales. OK? Oui, monsieur. Voilà. Donc, quand est-ce qu'on parle de science ou méthodes scientifiques? Donc, lorsqu'on utilise des méthodes scientifiques, lorsque on travaille ou si vous voulez, on utilise des outils d'analyse qui sont logiques, bien évidemment. Lorsqu'on confronte avec la réalité, bien sûr, hein, soit dans le cadre d'expérimentation, d'expérience, de laboratoire, soit on utilise des statistiques, on analyse des statistiques réelles et on confronte les statistiques ou les résultats des expériences avec nos hypothèses. S'ils sont vérifiés, donc ça devient des lois, des règles générales. S'ils ne sont pas vérifiés, donc on doit les corriger, les réviser. Donc on refait le travail dès le début. Mais vous comprenez très bien que le plus important dans tout ça, c'est quoi? C'est la possibilité de vérification. Parce que même si j'ai des hypothèses et je ne peux pas les vérifier, je ne peux pas faire un travail scientifique. Je ne peux pas dire que mon résultat est scientifique, n'est-ce pas? Donc, le plus important, c'est la vérification. C'est ce que, justement, Karl Popper, hein, c'est un philosophe allemand, hein, qui a dit que est scientifique s'il existe au moins une circonstance possible, concevable, dans laquelle on peut le vérifier.
Donc, si je ne peux pas le vérifier, donc il n'est pas scientifique. Attention ici, il y a plein d'étudiants que quand tu leur poses la question, est-ce que c'est vérifié ou pas, est-ce que c'est scientifique, pardon, ou pas, il te dit, scientifique, ça veut dire que c'est vrai. Non scientifique, ça veut dire que c'est faux. Attention, ça, c'est une mauvaise définition de Est-ce que vous plaît, j'ai une question. Oui. On a donc les ressources sont rares, sont limitées. Oui. Mais est-ce qu'il faut garantir aussi les besoins des autres générations au futur? C'est le développement durable. C'est le développement durable. Oui, mais quel est le rapport avec ce que je viens de dire, moi? Je n'ai pas compris la question. Hein. J'ai compris ce que vous voulez dire, mais quel est le rapport avec ce que je suis en train d'expliquer? Oui, c'est à propos de première slide. C'est pas celui-là. Le développement durable, bien sûr, ça pose un problème de rareté parce que donc les ressources, c'est-à-dire toutes les ressources dont on dispose, que ce soit pour respirer, pour boire de l'eau, comme on dit, pour l'écosystème, la biodiversité, que ce soit pour nous, pour les animaux, pour les générations futures, bien sûr, ça pose un problème de rareté. Donc là, c'est évident. Parce que les besoins, forcément, ils sont illimités, les ressources aussi sont limitées, même s'il y a des énergies renouvelables, etc. Mais par rapport aux besoins, donc ça reste quand même insuffisant. Et donc, tant que les ressources sont insuffisantes par rapport à les besoins, donc ça pose un problème de rareté. Donc, si votre question, est-ce qu'il y a rareté ou pas? Oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas, Oui, c'est il y a ça, pas de monsieur. Merci beaucoup. voilà, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Hein, donc, ça pose un problème de rareté. Même si on parle de ressources renouvelables, mais les besoins sont tellement illimités lorsqu'on va intégrer aussi, comme vous l'avez dit, les générations futures. Donc, si on inclut nos enfants, nos petits-enfants, etc., bah forcément, ça pose un problème. Et donc, nous, ça nous impose un devoir moral, c'est-à-dire qu'on ne doit pas regarder uniquement la satisfaction de nos besoins. Il ne faut pas qu'on soit égoïste et dire, bon, il y en a suffisamment pour nous, c'est bon, on s'en fout des autres. Non, on On ne doit doit tenir pas compte. être narcissique. Voilà, on doit pas être égoïste, on ne doit pas négliger les besoins de nos enfants. Donc, si nous, on réussit à satisfaire nos besoins, on doit aussi faire attention aux besoins, ou la satisfaction des besoins des générations futures. Okay? Très bien. Donc, je reviens à mon propos. Donc, je disais que, de rien. Donc, une proposition ou une idée, elle est scientifique, si on peut la vérifier. Il peut être correct, il peut être fausse. Hein? Il n'y a pas un problème. Donc, l'essentiel, c'est que, est-ce que je peux la vérifier ou pas? Donc, si j'ai une proposition qui est fausse, mais je peux la vérifier, elle est scientifique. D'accord? Si j'ai une proposition qui est vraie, mais que je ne peux pas vérifier, elle n'est pas scientifique. Vous voyez la différence? Donc, c'est la possibilité de vérification qui est la plus importante. Et la preuve, c'est que, par exemple, si tu prends l'histoire de la science économique, eh bien, il y avait plusieurs théories qui ont été proposées. Chaque fois, il y a quelqu'un qui arrive, il propose une théorie. Alors, cette théorie, puisqu'on peut la vérifier, on dit qu'elle est scientifique. Mais elle peut être vraie ou fausse. Alors, elle est vraie pendant un certain moment. Après, il arrive un autre économiste, il va dire non, cette théorie, elle est fausse, il y a des problèmes, il y a des inconvénients, etc. Elle a des limites. Il va la critiquer et il va la corriger. Donc, même s'il est scientifique, d'accord, même s'il est fausse, il reste scientifique. Et donc, il va être corrigé par quelqu'un d'autre. Pareil, hein, donc s'il peut être aussi vérifié, donc il sera considéré comme scientifique, jusqu'à ce qu'il y ait un autre économiste qui viendra et il va dire, bon, ce qu'a dit l'autre économiste, il est complètement faux, même s'il est scientifique, mais c'est faux. Donc voilà, juste pour que vous compreniez, scientifique n'est pas égal correct. Donc ça peut être correct, ça peut être faux, ça dépend bien évidemment hein, donc de l'évolution de la science. Et d'ailleurs, par exemple, tu prends quelqu'un comme Keynes, donc il avait sa théorie, etc. D'accord? Donc c'était scientifique parce qu'on peut le vérifier. Après, il y a un autre économiste qui s'appelle Hayek, il est venu, il a dit que ce que dit Keynes, il est faux. Même s'il est scientifique, mais il est faux. Et donc, il avait proposé une autre théorie, etc. Et c'est pareil pour tous les autres économistes. Donc, chaque fois qu'il y a, et c'est pour ça que vous allez étudier dans l'introduction à l'économie, plusieurs écoles de pensée en économie. Pourquoi il y a plusieurs écoles? Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Et chaque école, il va dire l'autre école, c'est faux, n'est-ce pas? Mais ça reste
des écoles d'économie qui sont scientifiques. Pourquoi? Parce que justement, ils respectent le critère de réfutabilité, c'est-à-dire le critère de vérification. Réfutabilité, ça vient du verbe réfuter. Réfuter, ça veut dire juste vérifier. واش هذا الشيء صحيح واش هذا الشيء خطأ. Donc تبقى كل شيء علمي ولكن يقدر يكون صحيح يقدر يكون خطأ. Et après, bien sûr, hein, donc, en fonction de l'évolution, hein, ce qui est considéré comme vrai aujourd'hui, demain, il peut être considéré comme faux. Pourquoi? Parce qu'on a découvert d'autres moyens, d'autres techniques, etc., qui prouvent que ce qu'on croyait vrai, bah, finalement, c'est faux. D'accord? Très bien. Donc, voilà pour le mot science. OK? Alors, je reviens à mes définitions. Il y a un deuxième mot qui se répète aussi, c'est les ressources rares et les besoins, n'est-ce pas? Donc, toujours, voilà, comment on va utiliser les ressources pour satisfaire les besoins. Chez Robbins, comment on va affecter les ressources au moindre coût pour satisfaire les besoins. Chez bien sûr, Samuelson. Alors, bien sûr, chez Malin, on ne parle pas bien sûr, des ressources, mais directement. Mais indirectement, quand je parle comment est organisée la production, la consommation, l'échange, c'est-à-dire comment le consommateur, le producteur, etc., ils vont répartir leurs ressources pour satisfaire leurs besoins. Donc, on a toujours la même idée. Hein, donc, c'est la répartition des ressources rares pour satisfaire les besoins. D'accord? Donc, ça, c'est je dirais, une régularité dans les trois définitions qu'on retrouve dans les trois définitions. Très bien. Alors, troisième mot-clé qui se répète aussi, c'est les lois. Ah, bon, se répète, mais bon, qui est très important aussi, c'est dans la troisième définition, c'est d'élaborer des lois, c'est-à-dire des règles générales qui nous permettent de comprendre le fonctionnement, l'organisation du système économique avec ses opérations de production, consommation et d'échange. Donc ça, c'est l'objectif, on a dit, de la science économique. Donc, je répète, on a trois mots très importants, trois mots-clés, hein, donc ils se répètent ici. Donc, on a dit science, sociale, on a expliqué, la répartition des ressources rares dans l'objectif de satisfaction des besoins, et puis, bien évidemment, hein, donc l'élaboration, la recherche de lois générales, des règles générales qui nous permettent de comprendre le fonctionnement du système économique. Très bien. Alors, quand je parle de la répartition des ressources ou l'allocation des ressources rares, donc je vais pas ici, comme ça vous comprenez le mot. Alors, quand on dit allocation, allocation, ça vient du verbe allouer. Allouer, ça veut dire répartir tout simplement. Donc, quand je parle de l'allocation du temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire la répartition du temps. Quand je parle de l'allocation de l'argent, ça veut dire la répartition de l'argent. Quand je parle de l'allocation des moyens de production, ça veut dire tout simplement la répartition des moyens de production. Okay? Alors, justement, quand on parle de la science économique, l'étude de comment, la manière dont les agents économiques vont étudier, enfin, vont répartir, vont utiliser les ressources rares, donc ils veulent juste, d'accord, répartir les ressources selon les trois questions qu'on avait posées au début, à savoir quoi, combien et comment. Donc, le consommateur, comment il va répartir ses ressources, son budget? Eh bien, tout simplement, il doit déterminer quel bien il va consommer, en quelle quantité et de quelle manière. Le producteur, pareil, comment il va répartir ses moyens de production ou allouer ses ressources de production? Eh bien, tout simplement, il doit répondre aux trois questions, c'est-à-dire quel bien il va produire, quoi, et en quelle quantité, et avec quelle manière, bien évidemment. Voilà, donc l'économiste, il va chercher justement comment chaque consommateur, chaque producteur, il va répondre aux trois questions. Comme l'a dit votre camarade tout à l'heure, eh bien, chaque personne elle est différente, il a ses particularités. Et donc, il va répondre de manière différente aux trois questions. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, à partir de cette étude, eh bien, on va dégager les réponses qui se répètent le plus souvent. Comme on a dit tout à l'heure dans les définitions, quels sont les mots-clés qui se répètent toujours? Donc, on va voir quelles sont les solutions ou les manières de répondre aux trois questions qui se répètent le plus souvent et qui permettent d'obtenir la meilleure utilisation des ressources rares. À partir de ça, donc, on va établir ce qu'on appelle les lois et les règles générales. Et donc, ils vont nous permettre effectivement d'obtenir la meilleure utilisation, la meilleure gestion possible des ressources rares afin de satisfaire nos besoins. OK? Très bien. Alors, à partir de ces explications, quelle est la définition finale? Quelle est la définition finale que vous allez
adopter. Et si jamais je vous pose la question le jour de l'examen, définissez-moi la science économique, laquelle vous allez utiliser. Donc, vous n'allez plus utiliser Robbins ou Samuelson ou Malinvaux. Non, vous allez utiliser la définition que je vais vous dicter tout de suite, d'accord? Parce que je ne l'ai pas écrite sur la diapo. Donc, vous allez la noter sur votre cahier ou sur une feuille, peu importe, ou sur votre oral, d'accord? Alors, si vous êtes prêts, donc on va y aller. Alors, la science économique est définie. Donc, Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question. Allez-y.